Radio Berthoud, 102.6 en modulation de fréquence et sur toutes vos plateformes de balado-diffusion favorites. Bonsoir et bienvenue pour ce nouvel épisode de Radio Berthoud. Ce soir en compagnie de Monsieur Pretoria et Monsieur Rangoon. Monsieur Rangoon, que buvez-vous ce soir ? Je bois un verre de Rooibos. Et vous ? Rooibos ? Mais c'est un scandale. Vous faites le Dry February. Je pensais que je devrais boire une soupe à l'ail. Je vous voyais plus avec un verre de whisky, pour être honnête. Mais... Pourquoi pas Black Lotion alors ? Pourquoi pas ? Monsieur Pretoria, que buvez-vous ? Pour ma part, une bière 49 IPA. J'espère que ce n'est pas une 49.3. Non, c'est originaire de Langenthal, donc pas de problème. Ah, alors ça va. Et moi-même, je suis en train de boire un délicieux tequila que m'a offert Monsieur California lors de notre dernière rencontre in vivo. Chaque jour, l'entraînement débute à l'aube. Au fil de la matinée, les exercices dignes de militaires professionnels sont de plus en plus difficiles. Le sujet de ce soir, outre notre alcoolisme latent, c'est bien évidemment la question de la défense civile. Je crois que Monsieur Rangoon a beaucoup de questions à nous poser. Oui, bien sûr. Écoutez, avec plaisir. Je me réjouis d'avoir cette discussion avec vous. Je vous demanderais simplement si vous pouviez déjà nous en dire un mot, en une phrase. Qu'est-ce que ça représente pour vous ? Quelle est votre vision de la défense civile ? Monsieur Abidjan, je vous laisse commencer. J'utiliserai le terme plus large de défense populaire. Je vois la chose comme étant à la fois une organisation citoyenne, assistée par l'État pour aider les citoyens au quotidien, mais également une organisation organique, quelque chose qui viendrait de la base pour s'organiser petit à petit, de l'immeuble à la rue, de la rue au quartier, du quartier à la ville, de la ville au canton, etc., etc. Très bien. Écoutez, je vois que vous avez cité le mot populaire. En République populaire de Chine, les Chinois ont un livre rouge, celui de Mao. En Suisse, nous avons aussi un livre rouge qui s'appelle Défense civile et dont l'un des principaux auteurs était Albert Bachmann. Donc c'était aussi une référence, je pense, le titre de ce podcast à cet illustre bouquin que nos aïeux en Suisse ont très bien connu. Monsieur Pretoria. Je vais résumer ça en un mot. Il s'agit de la résilience. Pour un petit peu développer, il s'agit d'être capable d'encaisser en travaillant avec de la low-tech, pouvoir reconstruire derrière. C'est le pendant de l'antifragilité, parce que d'habitude, la société civile n'a pas tant de volontaires que ça. Et donc, en fait, il faut avoir des solutions pour pouvoir reconstruire la cité. Le choc. D'accord, mais cette résilience, elle devient nécessaire à cause d'un contexte qui l'impose. Dans quel cadre est-ce que vous trouvez qu'une défense civile puisse être pertinente ? On pourrait résumer de manière générique par une rupture de la normalité, à savoir dans une société qui fonctionne à flux tendu, il s'agit de situations qui empêchent le bon fonctionnement de la société. Si on replace dans un contexte de défense armée, pour le coup, il s'agit d'une situation pré-insurrectionnelle, d'une situation d'invasion, de tensions internationales extrêmes qui imposent un soutien actif de la population pour pouvoir décharger les soldats d'active ou les réservistes qui sont des miliciens qui sont à ce moment-là en service actif. D'accord, je vois. Monsieur Abidjan, vous voyez, pour rebondir sur ce que dit Monsieur Pretoria, qui parle finalement d'une situation relativement dégradée, est-ce que vous pensez que la défense civile elle prend ses racines en temps de paix, ou est-ce que c'est quelque chose qui se réalise sur le tard et qui se forme sur le tard, face aux faits accomplis ? Dans ma définition, ou dans ma vision plus exactement de la chose, ma réponse est oui. Ça se prépare évidemment à la défense citoyenne. Mais donc ça se prépare en amont. Lorsque la crise arrive, avec la meilleure préparation du monde, une certaine improvisation sera nécessaire. Et
Et c'est pour ça que toutes les ressources qui auront pu être amassées, qui auront pu être thésaurisées en amont, seront nécessaires pour favoriser la sortie de la crise. Mais il y aura également du bricolage, il y aura également des zones qui ne seront pas accessibles, il y aura des zones qui seront occupées, il y aura des zones qui seront problématiques. De ce point de vue-là, il y aura effectivement des gens qui, n'ayant pas accès aux ressources officielles, devront se débrouiller par eux-mêmes. Et c'est là l'intérêt de la préparation non plus institutionnelle, mais personnelle. Que ce soit de technique, que ce soit de capacité physique, ou simplement de stockage de matériel ou de nourriture, d'eau, etc., de ressources d'une manière générale qui permettent de passer une crise, c'est non seulement pas quelque chose d'incompatible, mais c'est quelque chose qui va dans la même direction. A city where armed men use field guns and mortars as casually as New Yorkers use handguns. Beirut, the centerpiece of a conflict where the Syrians once tried to restore a semblance of order, but were then themselves swallowed up in the anarchy. Si je vous comprends, il s'agit de s'associer aussi avec des personnes qui ont une vision similaire. La question qui me viendra à l'esprit, c'est comment fait-on pour rencontrer des gens qui partagent cette vision des choses? Monsieur Pretoria, est-ce que vous avez une idée de votre côté? Comme je le disais plus tôt, les réseaux sociaux sont moins intéressants puisqu'il peut y avoir des très très grandes distances. En revanche, les associations dans son voisinage, dans sa commune ou dans son canton maximum permettent justement de pas nécessairement trouver des gens avec la même vision que nous, mais par contre de créer des liens qui sont locaux et qui permettent, le cas échéant, de pouvoir porter assistance ou être assisté suivant les capacités, les réserves de chacun. D'accord, et si donc vous deviez décrire de manière peut-être un peu plus formelle les différentes tâches qu'on pourrait assigner ou que l'on pourrait s'attendre de voir venant de la défense civile, vous avez déjà donné quelques exemples, les pompiers, une forme de lien serré au niveau social qui fait qu'on peut tendre la main à l'autre. Est-ce qu'il y a d'autres tâches pour une défense civile que vous pourriez envisager? Tout ce qui est tendre la main, être dans les associations, c'est plutôt la préparation en amont, hein, donc la notion d'antifragilité qui a été abordée plus tôt. La composante de sapeur-pompier, c'est face à des risques naturels ou de nature accidentelle, humaine, dois-je préciser, incendie, risques chimiques, etc., etc. Dans un contexte de défense lié à un conflit, il y aurait un certain nombre de missions, donc la surveillance de quartier, hein, avec soit des plantons, soit des sentinelles, la gestion de checkpoint, les résistances passives, à savoir ce qu'on peut retrouver dans le manuel Total Widerstand, donc comment user l'ennemi sans avoir recours à l'action armée. Excellente référence. Oui, absolument. Les actions actives, là encore, on n'est pas nécessairement obligé d'avoir une action armée. Ça peut être tout simplement des guides, puisque les gens qui sont locaux connaissent le terrain beaucoup mieux que quelqu'un qui n'est pas du cru. Et donc à ce moment-là, on peut également faire simplement des missions ou beaucoup plus actives, cette fois-ci avec des moyens armés. Dernier point, ce serait les missions de construction. Donc, typiquement, porter assistance là où il faut, assister là où il faut des bras, et des missions de conduite telles que la gestion de la circulation. D'accord, oui, je vois très bien.
Euh, Monsieur Abidjan, vous qui avez l'esprit philosophe, puisque l'on parle finalement d'un panel de gens assez large, de différents corps de métier, de différents milieux sociaux qui peuvent se retrouver dans ces circonstances à devoir se serrer les coudes, quel est, si vous devez le définir, l'esprit, s'il y en a un, l'esprit commun à toutes ces personnes? Quelle est l'essence derrière cette action commune, collective? Le sens du service, la capacité de reconnaître qu'on fait partie d'un ensemble, que isolé, même si on est le plus libertarien, le plus anarchiste, le plus solitaire, le plus ermite, il y a un moment où on se rend bien compte que dans une situation de crise, seul, on ne va pas bien loin. Et il peut y avoir, même la personne la plus égoïste du monde, au sens négatif du terme, enfin tel qu'on le conçoit habituellement, peut se rendre compte que sur le court, moyen ou long terme, elle a intérêt à se réunir avec les autres, alors pas forcément tout le monde, mais au moins une petite partie, pour justement bénéficier de l'effet de masse. Éviter de se retrouver une proie isolée, ainsi pouvoir survivre à cette crise. Donc, le sens du service et le sens de la communauté. Une fois de plus, Oui, donc si. ce n'est pas Oui. être communiste. De parler de communauté, des fois c'est un peu un gros mot, mais c'est au contraire quelque chose d'assez organique. Oui, d'accord, bien sûr, et je crois que si je vous entends bien, vous serez d'accord avec moi pour dire qu'entretenir cet esprit, c'est entretenir un élément de cohésion sociétale. Tout à fait. Le but de la défense populaire, ou civile, ou citoyenne, c'est la survie de la société. Ce n'est rien d'autre. It's not right. I don't think it's right. He Lee spent last night and will spend tonight guarding his appliance store. A small battalion of employees and relatives will try to help. I only have one shotgun. That's all I have. After the destruction, many Koreans have lost all faith that the authorities can protect them. There was a man out here who says we're all trained to shoot. Why? What's the feeling? Si nous intéressons maintenant aux personnes qui ne font pas partie d'un corps comme celui des pompiers ou qui n'ont pas la possibilité d'intégrer l'assaut par exemple ou d'autres structures de type associative, qu'en est-il des personnes qui, de par leur bonne volonté, sont prêtes à mettre de leur temps, de leur sueur, de leur argent aussi à disposition? Comment est-ce que vous voyez toutes ces paires de mains et bonne volonté qu'on trouve finalement à foison dans nos sociétés? Mais je pense qu'il n'y a pas de geste qui ne sert à rien. Une grand-mère qui n'est évidemment pas capable de tenir un checkpoint, enfin, a priori je vais être horriblement agiste et sexiste dans mes propos, mais entre les confitures ou les premiers secours, elle est tout à fait capable d'apporter sa pierre à l'édifice. Vous êtes en train de dire que ce sont les vieilles casseroles qu'on fait la meilleure soupe, c'est bien ça? Attention au contexte. Ne dérapez pas. Oui, bien sûr. On ne veut pas, depuis les Hébreux traversant le désert et bien au-delà, aucune société ne tolère les parasites. Personne ne veut de gens dans une société qui profitent du système sans apporter leur pierre pour que l'édifice se tienne le coup. Mais à part ça, tout le monde n'a pas les mêmes moyens, tout le monde n'a pas les mêmes capacités, et c'est assez normal que la société en crise tire profit des capacités même minimales de chaque individu, histoire de survivre. Bien sûr, oui. Mulla on jo pitkään aikaa ollut mielessä, että jonkunlaista reserviläistä toimintaa olisi hyvä harrastaa omassa elämässä ihan vaan niin yleisen valmiuden ja sitten myös tämmöisen fyysinen kunnon ylläpitämisen ohella. Ja kyllä nämä viimeaikaiset tapahtumat Ukrainassa on sitten ollut niin tämmöinen viimeinen merkki, että nyt on niin tarpeellista varautua omassa elämässä, että jos jotain joskus tapahtuu, niin on paremmat valmiudet sitten. Vous faites mention d'équipement, à ce niveau-là, Monsieur Pretoria, comment est-ce que vous envisagez cette question-là? Comment est-ce que vous pouvez aborder la question de la personne qui est volontaire? Comment est-ce qu'elle peut se former? Comment est-ce qu'elle peut, dans l'urgence, former les autres? Est-ce qu'il y a une approche que vous pourriez recommander? Concernant la formation, j'aurais tendance à dire que n'est pas instructeur qui veut. Lorsqu'il s'agit de faire de l'instruction de masse, il faut quand même avoir un background pédagogique, notamment quand c'est lié au métier des armes.
Je pensais plutôt à votre voisin, par exemple. Demain, vous voulez l'approcher avec cette question. Si vous deviez lui montrer comment ça fonctionne, ce sera par exemple un objet pour la défense personnelle ou autre. Comment est-ce que vous aborderiez le sujet avec lui déjà? Et puis, quelle est l'approche que vous utiliseriez pour que cette personne soit autonome assez rapidement? Nous parlons bien de la composante des armes, hein, n'est-ce pas? Ou est-ce que Oui, c'est typiquement, j'ai pas mentionné, mais ça, dans une situation en crise, ça pourrait être ça, oui. de toute manière, dans le cadre d'une situation de crise, quelque part, la personne a déjà manqué le train. C'est-à-dire que dans le métier des armes, il faut s'intéresser un petit peu au sujet avant. Maintenant, il est toujours possible de faire ce qu'on appelle des instructions d'urgence, c'est-à-dire avec un minimum de munitions, voire même pas de munitions du tout, donner le minimum pour la sécurité. Donc déjà éviter de se blesser soi-même ou de blesser autrui lorsqu'on manipule les armes. Puis après, attribuer à cette personne une tâche qui est fonction de son niveau de maîtrise. C'est qu'encore une fois, vu le peu de pratique, on atteint très très rapidement une composante de fébrilité qui rend la personne à nouveau dangereuse. Alors, pas par faute de comportement, mais tout simplement parce que ça fait beaucoup trop de choses à assimiler d'un coup. Et de ce point de vue-ci, j'aurais plutôt tendance à recommander aux gens de prendre un petit cours de tir pour se familiariser aux armes avant, peu importe la structure, à partir du moment où il y a un certificat qui est produit, où on certifie que la personne est sûre qu'elle sait manipuler et qu'elle sait toucher. Et à partir de ce moment-là, entraîner le savoir-faire à intervalles réguliers. J'aurais tendance à dire, dans le meilleur des mondes possible, 4 fois au pistolet, enfin 4 fois l'arme de poing par an, et 2 fois au fusil par an. Tout le reste, c'est de l'instruction d'urgence. Et là, la capacité à transmettre le savoir est vraiment dépendante de la personne qui forme. D'accord, oui, je vois bien. Je vois bien ce que vous voulez dire. Monsieur Abidjan, de votre côté, de votre point de vue, lorsque vous entendez cette recommandation, donc d'un entraînement à raison de 4 fois au pistolet, et ainsi de suite au fusil, est-ce que pour vous, l'idée d'avoir comme arme de poing un revolver ou d'avoir comme fusil une arme au mécanisme simple comme la SKS, est-ce que par exemple pour vous ça représente un atout? Est-ce que c'est un avantage dans ce genre de circonstances? Alors c'est clairement un avantage, mais qu'est-ce qu'on veut faire avec ces armes? S'il s'agit de faire une embuscade, ou de tenir un checkpoint, ou de faire de la protection au domicile, la SKS est parfaite. Si on a des gens qui refusent ou qui ne peuvent pas s'entraîner à l'arme de poing, et qu'on considère que le contexte sera une défense personnelle à moins de 10 mètres, un revolver c'est parfait, ça s'instruit en 5 minutes, y compris les règles de sécurité, les manipulations sont extrêmement simples, l'arme elle-même est relativement intuitive, mais ce qui est important c'est pas tellement l'outil, c'est être capable de faire des drills du carré, des mises en situation tactique qui permettent à la personne de comprendre ce qu'elle va faire. Sinon, elle va se retrouver à s'entraîner devant une cible en papier, et même dans ce contexte-là, c'est que les cibles en papier ne ripostent pas, et donc la ligne de la réalité est quand même extrêmement loin de ce qu'on veut produire, et on risque même de se retrouver avec quelque chose que l'on voit souvent dans les arts martiaux, c'est-à-dire une prise de confiance, alors ce qui peut être bien pour l'attitude, pour la personnalité, pour la joie de vivre et ce genre de choses, mais
il peut y avoir un rattrapage de la réalité qui pourrait être, je dis pas parce que des fois on a de la chance, extraordinairement brutal et sans possibilité de recours. La partie software est beaucoup plus importante que la partie hardware dans notre contexte. Ce qui ne veut pas dire que, toujours pareil, si on a des gens qui ont travaillé avec le Mousqueton 31 ou le FAS 57, respectivement le FAS 90, revenir sur un calibre 12 ou sur une SKS, ça n'apporte pas grand-chose. D'autant plus que la SKS n'est plus une arme aussi courante que ce qu'elle était il y a quelques années, en tout cas à disposition sur le marché. Donc au final, si on a travaillé en amont pour cela, il est tout à fait possible de prendre ce qu'on a sous la main. Si la personne a une carabine 22, on travaillera à la carabine 22. Si elle a un FAS, on travaillera avec le FAS, et ainsi de suite. Oui, absolument. Le revolver, pistolet. C'est vrai que j'ai connu dans un autre pays, au sud de la Méditerranée, quelqu'un qui était d'origine française et qui me racontait que son père, qui était expatrié à Abidjan, en 2004, lorsqu'il y a eu pas mal de violence dans les rues, en fait, son père avait ouvert son cabinet, convoqué tous ses voisins, les hommes, et leur avait distribué un exemplaire de fusil de chasse de sa collection avec une poignée de munitions et une boîte de cartouches dans la poche. Et puis, ils ont tenu finalement la rue comme ça. Et ce qui m'amène aussi à cette question, qu'est-ce que le fait d'être armé apporte en termes de... Est-ce que ça vous apporte un regain de confiance? Est-ce que vous voyez ça comme un regard d'espoir? Monsieur Pretoria, comment est-ce que vous le percevez? D'abord, c'est surtout pour la confiance en soi. Enfin, pas que j'ai besoin d'une arme à feu pour avoir confiance en moi, mais néanmoins, le fait de maîtriser une discipline martiale ou des systèmes d'armes permet en fait de mieux appréhender les situations qui vont arriver. Maintenant, je rebondis très très rapidement sur les mises en situation. Le gros avantage des mises en situation, il y en a deux. Le premier, c'est que ça permet effectivement d'entraîner à la prise de décision pour avoir un comportement qui est adapté. Ça se fait sans tir, puisque tout se fait avec des personnes réelles qui simulent ces situations. Par contre, l'inconvénient majeur de ces mises en situation, c'est qu'il faut du personnel qui est formé. C'est-à-dire que n'est pas marqueur qui veut. Et pour éviter que ça finisse en foire d'empoigne, il faut également des directeurs d'exercice qui sont formés. Donc en gros, il faut un personnel qui doit avoir des connaissances minimum pour pouvoir transmettre ce savoir plus loin à un échelon utilisateur. Et merci pour cette. Oui, je vous en prie. Et justement, en fait, le combiné avec ces mises en situation, l'arme permet d'adapter son comportement en fonction de la situation. Maintenant, il ne faut pas voir l'arme comme une solution, comme une panacée pour résoudre tous les problèmes. Non, je crois que c'est bien sûr pas du tout le point. Ça va sans dire, mais ça va mieux en le disant, parce que il y a énormément de personnes, notamment aux USA, en Europe, qui prennent des armes, qui achètent des armes par rapport à un sentiment réel ou ressenti d'insécurité. Et en fait, elles ne se forment pas pour pouvoir, être sûres, savoir manipuler et pouvoir toucher dans un contexte, avec un comportement qui est adapté à la situation. Tout à fait, vous avez raison, et je pense que prenons plutôt quelques exemples qui sont du cadre historique pour illustrer notre propos. Je vous propose de
Regardez Talvisota, qui était la guerre d'hiver finlandaise. Il y a eu l'épisode en Californie de ce qu'on a appelé les Roof Koreans, le soulèvement du ghetto de Varsovie, il y a les rébellions Karen en Birmanie, les réseaux Stébien en Europe. Si, au travers de ces exemples, vous deviez en extraire quelques points qui démontrent l'état d'esprit qu'il y a lorsque des gens se saisissent d'armes. Monsieur Abidjan, qu'est-ce que vous pourriez en dire à ce sujet-là? Alors, avant de repartir sur ce cadre historique, j'aurais quelque chose à rajouter sur la question de l'arme vue comme une amulette, ce qui est souvent le cas en fait, ce qu'on peut reprocher à beaucoup de personnes qui portent une arme pour se rassurer, ce qui n'est pas un tort si elles savent se servir de leur arme. Si elles ne savent pas s'en servir, comme disait mon collègue Monsieur Pretoria, ça peut vite devenir un problème. Là, vous savez, dans certains pays, les gens portent à la fois une Type 56 Kalachnikov et puis des gris-gris. Hein, l'un n'empêche pas l'autre. Ils ont bien raison. C'est une esthétique absolument formidable. La question de l'exhausteur de confiance, on va dire ça comme ça, elle est très clairement illustrée dans l'excellent film La Légion saute sur Kolwezi, qui raconte l'histoire donc de la prise de la petite ville minière de Kolwezi à la fin des années 70 par des rebelles. Donc tout cela se passe au Zaïre, et donc la reconquête par les troupes françaises et belges, surtout françaises en l'occurrence. Cette occupation aura causé pas mal de morts dans la population zaïroise et expatriée. Il y a une scène très intéressante, je trouve, c'est lorsque une petite famille se retrouve séparée, le père est emmené par les rebelles pour être jugé, et il confie à son fils un revolver du 892, l'arme quasiment inutile par excellence, truc complètement obsolète. Et en fait, ce revolver accompagne donc ce fils et sa mère tout au long de leur fuite et de leur évacuation. En fait, c'est l'amulette, littéralement, parce que là on peut parler vraiment d'une amulette, qui leur permet de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre courage, de continuer à résister, parce que dans les avions, lorsque les avions se crashent, c'est un phénomène apparemment très courant, les gens renoncent. Il y a très rarement de scènes de panique qui sont enregistrées dans les crashs d'avions, parce qu'en fait les gens savent que dans quelques minutes ce sera fini. Lorsque l'avion sera au sol, leurs chances de survie sont quasi nulles. Donc en fait les gens se morfondent et se résignent à leur sort. Dans beaucoup de cas de massacres, on l'a vu dans les grandes guerres mondiales ou dans des massacres, enfin dans des guerres plus locales, guerres civiles ou guerres interethniques, beaucoup de gens se résignent parce que de toute façon ils n'ont pas les moyens de se défendre. Le fait d'avoir un moyen de se défendre, aussi minime soit-il, ça permet de ne pas perdre confiance, de ne pas perdre courage, de continuer à lutter. Et peut-être qu'on va perdre. Ça, c'est un autre problème. Ça, je trouve ça très intéressant comme booster, comme exhausteur de morale. Dominique Vénère, qui parlait beaucoup de la seconde arme dans un de ses ouvrages, je pense que c'est le livre des armes. En fait, c'est une arme qui est parfaitement inutile en termes militaires. C'est un 6,35, un 7,65, si on a de la chance, peut-être un 9 mm. C'est l'arme qui va permettre aux soldats de ne pas perdre la foi. Qui va le permettre de rester solide et ferme. Et ça, c'est ce qui fait la différence entre la personne qui reste sa fourchette sur son couteau tatou ou une bouteille et la personne qui a au moins un 7,65. Pour revenir à votre question originale sur Talvisota, les Roof Koreans, l'insurrection du ghetto de Varsovie et les Stay Behinds, ce qui est important, c'est de se rappeler qu'il y a toujours un contexte derrière chacune de ces organisations. Celle qui me plaît le plus, pour être très franc, c'est les commerçants coréens de Los Angeles qui décident, malgré les avis des autorités, que non. Maintenant c'est fini, la ligne rouge elle est passée, vous ne brûlerez pas nos magasins, vous ne pillerez pas nos magasins, vous ne violerez pas nos femmes. Maintenant, si vous rentrez dans notre quartier, vous allez les payer. Finalement, leur matériel était assez... il y avait peut-être 2-3 fusils d'assaut, parce qu'à l'époque, la Californie était un État civilisé, mais essentiellement, c'est des types qui ont des fusils de chasse, quoi. Quelques pistolets, mais ça va pas très loin. Et malgré ça, ils ont réussi à tenir leur quartier, alors que des quartiers entiers de Los Angeles partaient en flammes.
ont été occupés par la guerre nationale, ça c'est encore un autre problème. Donc pour répondre à votre question, la tendresse particulière, alors on aurait pu citer encore les milices de Beyrouth, ou les anticartels au Mexique, petites troupes de village qui décident de lutter à la fois contre le gouvernement et contre les cartels. Ça aussi c'est intéressant. Pareil pour les Karen, toute forme de résistance est intéressante c'est la seule partie de contre-pouvoir qu'elle provoque. Une société, pour survivre, a besoin de contre-pouvoir, a besoin d'être équilibrée. Et l'organisation citoyenne, qu'elle soit d'origine institutionnelle ou d'origine organique, c'est un contre-pouvoir important dans nos sociétés. Bref, les Wolf Koreans. Merci. D'accord, merci beaucoup pour votre partage. Monsieur Pretoria, pour rebondir sur les Wolf Koreans, qui a été abordé par Monsieur Abidjan, les Wolf Koreans, pour le contexte, étaient souvent équipés avec des armes du commerce. Alors certains avaient des fusils coréens, des fusils Daewoo, probablement inspirés de leur contexte, par contexte culturel, quoi. Dans le cadre du soulèvement du ghetto de Varsovie, je pense que la question était assez différente. Savoir qu'il n'y avait pas forcément d'armes à disposition. Monsieur Pretoria, vous qui êtes passionné d'histoire, féru d'histoire, d'armement, est-ce que vous pourriez brièvement nous expliquer comment des armes ont pu être fabriquées localement? L'exemple le plus marquant est le pistolet mitrailleur qui a été lui-même inspiré du Sten. Pour sa simplification, enfin sa construction très simple, et qui a été par la suite encore simplifié par la résistance polonaise. Il y avait également des armes de prise, il y avait des armes qui étaient cachées, et donc ce pistolet mitrailleur a finalement été produit en très peu d'exemplaires. Il y en a à peu près 700 qui ont été produits, ce qui est assez peu, mais ce qui est en même temps, compte tenu du contexte de l'époque, finalement assez important, puisqu'il s'agissait de fabriques clandestines. Concernant la composante, parce que là on est vraiment dans une Pologne occupée depuis plusieurs années, il y a finalement un espèce de parallèle avec le fait de dégainer en port caché avec un retard. C'est-à-dire que si on dégaine alors que nous-mêmes sommes mis en joue depuis un port caché, en fait, peu importe les capacités techniques du porteur, c'est l'adversaire qui a l'avantage. Et là, en fait, il faut savoir, utiliser ces armes à un instant T, qui est crucial. Malheureusement, pour le mouvement de résistance polonaise, ils ont été victimes de la géopolitique, sachant que Staline s'est arrêté à la rivière, tout juste avant Varsovie, et a profité pour que la résistance polonaise soit oblitérée par les forces de l'Axe. Donc là, c'est joué de malchance, mais ce n'est pas lié à la combativité et à la planification des structures de résistance, mais c'est bel et bien lié à des jeux politiques qui sont le fait de grandes puissances. Tout à fait, oui. Monsieur Abidjan, je vous donne le mot de la fin. Donnez le mot de la fin, comme ça, sans me prévenir. Oui, je vous donne le mot de la fin et je vous mets sur le spot. Mon Dieu. Sous le feu des projecteurs. Défense civile, défense citoyenne, défense populaire, c'est à la fois de la résilience et de l'antifragilité. Ce sont deux concepts complémentaires. Donc la capacité de survivre à une situation difficile et de repartir sans trop de problèmes. Et l'antifragilité, c'est d'être tellement solide, d'être tellement costaud, d'être tellement low-tech qu'on est capable de prendre la vague dans la gueule et de repartir sans même s'en être rendu compte. Ce sont deux concepts complémentaires. La même chose pour la préparation est essentiellement
institutionnelle à l'échelle de la société, par le biais d'organisations comme, une fois de plus, on a parlé de l'assaut tout à l'heure, enfin des assauts de manière générale, de la protection civile, des pompiers, etc., etc., mais également personnel, et ça peut dire participer à une bibliothèque, un club de théâtre, respectivement à un atelier type je sais pas, jardinage, ce genre de choses. Ça fait partie des relations sociales qui vont permettre de s'en sortir plus tard. Bien, merci. Et c'est vrai que sur cette note culturelle aussi, ça me fait penser à une chanson d'un groupe de rock français qui s'appelle La Souris Déglinguée. Le morceau s'intitule Tambour au soleil, c'est écrit au milieu des années 90. Ça parle de la résistance carène. Et le refrain dit moitié en sarong, moitié en treillis. Là-bas, au sud-est de l'Asie, même les filles les plus jolies, elles savent se servir d'un fusil. Voilà, merci messieurs pour cette discussion qui était passionnante et je vous souhaite une excellente soirée. Une bonne soirée. Merci, bonne soirée.